Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer comment j'ai fait le traitement acoustique là, dans mon home studio. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai placé comme traitement, où je l'ai traité, pour quelle raison. Puis on va voir aussi les analyses faites avec Room EQ Wizard, qui est un logiciel, dans le fond, d'analyse là, acoustique. On va voir vraiment les prises avec la pièce complètement vide et les prises là, les plus récentes à la toute fin. C'est sûr que, bon, moi, je suis pas un grand scientifique, là, fait que c'est sûr que des fois, il y a des petites variables qui influencent quand même les lectures, mais on a quand même, ça te donne quand même une bonne idée de l'évolution de l'acoustique de la pièce, vraiment sans aucun traitement et avec du traitement. Évidemment, c'est pas terminé, il me reste encore là, du fine-tuning à faire. Je commence à être content, je trouve que ça commence à bien sonner. Fait que je vais vous montrer dans le fond, on va faire un petit tour là, rapidement là, du home studio. Comme je vous ai dit, c'est encore le bordel, là, fait que... Puis il y a encore du mobilier qui doit partir, là, dont ce grand fauteuil-là que finalement j'ai décidé de ne pas garder parce qu'il prend vraiment beaucoup de place. Puis moi, je vais avoir quand même là, de l'espace dans la room ici pour pouvoir mettre une batterie, faire des jams, puis avoir un petit peu plus de place pour que ça respire. Fait que rapidement, là, comme vous voyez, j'ai les 3 bass traps qui sont placés à l'avant, là, derrière les haut-parleurs, vraiment devant le point d'écoute. On a des panneaux absorbants ici en noir, en rouge, en bleu. On a les diffuseurs. Moi, dans les prises, là, ce que j'ai commencé par faire là, avec Room EQ Wizard, ça a été de faire évidemment une prise sans aucun traitement acoustique. Ensuite, j'ai fait une analyse avec les 3 bass traps. Ensuite, j'ai placé les 2 panneaux bleus, les grands panneaux bleus là, que vous voyez, c'est des panneaux absorbants avec, dans le fond, de la laine 4.5 livres par... je me souviens plus si c'est par mètre cube, en tout cas, bref, c'est de la 4.5 livres qui est la densité, dans le fond, de la laine insonorisante, la laine de fibre de verre. Et puis, pour les placer, je me suis placé au niveau du point d'écoute. Le point d'écoute, évidemment, on calcule la distance entre les deux tweeters. Ça fait 130 cm. Et après ça, on calcule 130 cm pour le point d'écoute. Et puis, en étant installé là, j'ai demandé à ma copine de déplacer un miroir sur le mur jusqu'à temps que je vois les haut-parleurs, ce qui nous montre bien le point de réflexion entre le point d'écoute et les haut-parleurs. Fait que ça a été les premiers points. Par la suite, j'ai mis les 2 panneaux rouges carrés ici là à gauche là, du panneau bleu que vous voyez, et j'ai placé les 2 diffuseurs, ces 2 diffuseurs là sur les côtés, et j'ai rajouté les 2 diffuseurs dans le bas ici. Et c'est vraiment quand j'ai placé là les 2 diffuseurs sont placés vraiment latéralement par rapport à mon point d'écoute. Fait que le panneau rouge ici puis le diffuseur sont vraiment alignés avec mon point d'écoute. Puis c'est vraiment quand j'ai placé le diffuseur dans le bas que les basses fréquences se sont mis à respirer. Ça, c'est vraiment cool l'effet que ça a fait. À l'arrière aussi, j'ai placé 4 diffuseurs sur le mur. C'est pas parfaitement centré à cause de la façon là, que ça fitait, là, que ça fonctionnait avec la pièce. Là. Bonjour Minette en passant. Hein? Si vous voyez un félin, c'est normal. C'est un félin, ce n'est pas un chat mort, c'est un chat qui dort dans du linge propre. Et puis, j'ai aussi, je me suis fait un petit garde-robe, là, comme vous voyez, là, avec tous les câbles, là, puis j'ai une petite armoire là, pour tous les microphones et tout ça. Et puis, fait comme je vous disais, là, c'est un work in progress encore au niveau du mobilier. Pour les diffuseurs en arrière, j'ai dû scier une rangée. Là, ça paraît pas trop, là, j'ai sacrifié parce que ça fitait pas parfaitement. Alors, les diffuseurs ici, là, que vous voyez, là on voit le bois, c'est pas peinturé. C'est parce que dans le fond, j'ai scié une rangée de bois pour pouvoir, à ce moment-là, faire fitter ça là, entre les 2 moulures là, sur le côté ici. Puis l'arrière aussi, on entend bien la différence. J'ai placé ensuite les panneaux à l'avant. Je les ai mis vraiment dans le coin parce que je les ai éloignés d'ailleurs là, avec des braquettes de métal. Je sais pas si on va être capable de les voir là. C'est tout simplement des genres de petites braquettes là en L pour les éloigner, pour qu'il y ait un traitement que ça soit plus efficace, plus bas en fréquence. Puis je les ai mis le plus possible dans le coin pour vraiment que ça travaille le plus possible dans les basses fréquences. Les 2 panneaux, un sur la porte, puis évidemment de l'autre côté. Dans tous les cas, là, j'ai vraiment fait mon gros possible pour être le plus symétrique possible. J'ai acheté d'ailleurs un petit calculateur de distance comme ça, là, si ça veut bien zoomer correctement. Là, en tout cas, bref, c'est un petit genre de petit un petit laser pour mesurer les distances. Très pratique. Très très le fun. J'ai aussi d'ailleurs mon dBmètre qui m'a été très utile lors des prises de son avec Room EQ Wizard. Ça m'a permis vraiment de calibrer mon microphone puis d'être certain que j'étais vraiment au bon niveau, que mon 75 dBA que j'avais en lecture sur mon dBmètre était aussi le 75 dBA du microphone pour la calibration. Ça, c'est des petits détails d'ailleurs là.
Au niveau de l'utilisation, Room EQ Wizard, c'est quand même assez facile à utiliser, mais bon, c'est bien d'avoir quand même un dBm à l'appui en plus du microphone de lecture. Moi, j'ai utilisé le SonarWorks, qu'on peut uploader d'ailleurs la courbe de réponse en fréquence dans Room EQ Wizard, parce qu'on a un numéro de code sur le microphone, puis on peut aller télécharger la courbe de réponse en fréquence, qu'on peut par la suite uploader dans Room EQ Wizard, et on connecte la sortie de la carte de son dans une des entrées de la carte de son, celle qu'on va utiliser pour la captation, pour aussi analyser la réponse en fréquence de la carte de son. Fait que le Room EQ Wizard prend en considération la sonorité de la carte et la sonorité du microphone dans les analyses. Fait que voilà, puis au niveau du mobilier, hein, ce qui m'a surpris beaucoup, c'est quand j'ai commencé à sortir, par exemple, mes lumières comme ça, j'ai eu des changements dans la réponse en fréquence. Le mobilier, ça a toujours un impact, c'est un peu tannant. Ça aussi, là, ici, évidemment, le rack mount et les claviers, ils ont aussi un impact là, dans la sonorité. Fait que ça va jouer, évidemment, là, je vais jouer un petit peu là, avec le placement là, dans le futur pour trouver vraiment le bon compromis entre le confort et la sonorité. Puis évidemment, ben, j'ai ce gros fauteuil-là ici là, qui manque les coussins là, mais qui va sortir là, si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi en privé. Il fait 8 pieds de long quand même. Fait que c'est quand même une grosse pièce. Fait que bref, on va aller voir maintenant les courbes de données d'analyse dans Room EQ Wizard. Alors, on est présentement dans Room EQ Wizard. J'ai toutes les courbes là, sur le côté. Celle que vous voyez là, présentement, c'est la courbe de réponse en fréquence. Alors que mon studio était pratiquement vide, là, il y avait vraiment pas grand-chose. Là. Évidemment, il y avait des haut-parleurs, la table de travail, la carte de son. Puis c'était pas mal ça. Puis, ben évidemment, les divans là, qui est encore dans la pièce. Là, ça a quand même un gros impact, le mobilier. Hein. Surtout les divans qui vont des fois absorber beaucoup de basses fréquences, tout dépendant encore une fois là, des matériaux. Mais c'est à prendre en considération. Ce qui est vraiment cool avec Room EQ Wizard, ben, c'est qu'on peut passer là, rapidement d'une courbe à l'autre, puis on va pouvoir aussi les mettre une par-dessus l'autre pour pouvoir vraiment les comparer. On a plusieurs données qu'on va avoir, dont ben, la réponse en fréquence, le niveau de distorsion. Ça, bon, il y a certaines données que moi, je vais vous avouer, je sais plus ou moins comment les analyser. Là. Impulse, je suis pas certain non plus quoi faire avec ça. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le RT60 Decay. On peut faire un generate ici. Le RT60, dans le fond, c'est le temps de réverbération. Fait qu'on peut voir le temps de réverbération. On a la donnée ici, c'est la donnée dans le temps, et on a la réponse en fréquence. Là, ici, vous voyez, de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Là, on n'a pas grand-chose au-dessus de 5000. Je sais pas pourquoi il génère pas toutes les données. Puis pour chacune des courbes, ben, on peut justement générer ce graphique-là, puis passer d'un à l'autre. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, parce que ce qu'on va voir, là, c'est que la courbe en réponse en fréquence, en réalité, avec puis sans le traitement, ça peut être un peu décevant, parce qu'il n'y a pas une énorme différence, mais c'est dans des données comme le RT60, qui est le temps de réverbération, selon les fréquences, qu'on va avoir des gros changements, puis ça, c'est super important, parce que votre kick, vos basses fréquences, si on a un ajout de, je sais pas moi, 0.5 secondes, une fois que la basse est terminée, puis ça fait wouh, ben là, ben ça vous donne vraiment pas une bonne donnée sur la sonorité de votre kick, parce qu'on rajoute, si on veut, comme une réverbération dans la pièce. C'est beaucoup dans les basses fréquences qu'on va avoir souvent, évidemment, ce genre de choses-là. Le decay, aussi, je dois avoir ça quelque part. Voilà, DK. On va rapetisser un petit peu là. Puis ça aussi, là, c'est une façon, je pense, ça ressemble un petit peu, je pense, au RT60, si je ne m'abuse, là, le DK. Comme là, vous voyez, on a dans le bas 20 millisecondes, 40 millisecondes, 160. Fait que donc, le temps de réverbération, que plus évidemment on est dans les basses, plus on a de longueur, puis plus on est dans les hautes, puis plus rapidement ça va tomber à ce moment-là en termes de temps de réverbération. Ça, encore une fois, je suis un petit peu limité. Moi, ce que je trouve très cool, c'est le waterfall. Le waterfall, ça, c'est assez... Je trouve que c'est assez quand même... visuellement, je le trouve intéressant parce que justement, c'est la puissance en dB des fréquences et après ça, le temps de decay qu'on va retrouver. Fait que donc, si on va dans nos SPL, justement, ben, dans notre réponse notre réponse en fréquence, dis-je bien. Si on zoome in, moi, un gros problème que j'ai dans la pièce, que je vais devoir régler, puis c'est selon la dimension, je pense que c'est vraiment lié justement aux longueurs des deux murs de largeur et de longueur, là. C'est un gros creux dans le 118. Sur d'autres analyses, on est plus... Des fois, ça shift un peu. Puis ça, je suis pas certain si c'est dû au traitement acoustique ou si c'est dû au placement du microphone. Que là, c'est sûr que moi, les premières prises, j'ai essayé de garder le microphone exactement pareil. Mais là, à un moment donné, je faisais des rénaux. Des fois, je devais le déplacer puis le replacer. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait hein, comme test scientifique. Là. Il y a eu des petites variables quand même. Puis des fois, avec Room EQ Wizard, des fois, je faisais une lecture puis j'avais des affaires weird, des dips dans les hautes. Puis je refaisais tout de suite la
même lecture, puis là, je l'avais plus. Fait que là, il y a des affaires, des fois, que je suis pas certain, est-ce que c'est moi qui, tout dépendant, je suis placé où dans la pièce, mon gras absorbe différemment les fréquences. Ça, j'étais pas certain. Mais bref, j'ai ce gros trou-là, que je devrais régler en réalité avec des bass traps vraiment très, très profonds, là, parce que 123, la longueur d'onde, c'est genre 2 mètres, quelque chose. Fait qu'on veut se placer au quart de la longueur, parce qu'on a le top de la vague puis le creux. Puis pour, dans le fond, traiter des fréquences, on doit se mettre au quart de la longueur. Au quart de la longueur pour être, dans le fond, au maximum du top de la crête, là, tu sais. Fait que donc, on parle d'à peu près 70 cm de traitement acoustique de profond ou de mettre un panneau, dans le fond, absorbant à une distance de 70 cm du mur. Je pourrais toujours faire ça dans mon garde-robe avec peut-être les portes de garde-robe, mettre de l'absorbant, puis ça va faire un genre de bass trap. Ça, c'est quelque chose auquel je suis en train de penser. Ou il y a aussi des traitements comme les tube traps, qui sont des genres de gros tubes, des colonnes qu'on peut faire commander custom pour vraiment traiter des fréquences précises. Fait que ça serait peut-être ça, parce que des fois ça semble contre-productif d'absorber la fréquence si on a un creux, mais en réalité c'est de contrôler les cancellations de phase, les annulations de phase. Fait qu'en l'absorbant, on enlève une partie du problème. Fait que là j'ai ce gros creux là qui, malgré tous les traitements que j'ai faits, restait quand même de façon assez présente. Il va être assez atténué, comme vous allez voir. Puis là, présentement d'ailleurs, pour le graphique original, si on enlève le smoothing, là, c'est ça en réalité. Puis on a la possibilité de justement adoucir un peu la courbe pour que ça soit un petit peu plus lisible, là, ça devient un petit peu compliqué, mais là vous voyez dans les hautes on a beaucoup ici de vagues comme ça, c'est du filtre en peigne dans le fond, c'est de la résonance, c'est des coupures puis des boosts dus justement à toutes les résonances dans la pièce, mais on va remettre le smoothing juste pour que ça soit un petit peu plus facile à lire. Puis on va, comme vous allez voir, la première lecture, puis là je peux d'ailleurs les stacker, je vais les mettre en overlay, puis on va les ajouter une à la fois, on va pouvoir les comparer une à la fois avec la donnée principale, puis on reviendra là aussi aux autres données de waterfall, là, etc. Donc, la première lecture, comme je vous disais, la deuxième lecture ici avec uniquement les bass traps, vous voyez, on a un petit peu plus, là, c'est ici en vert, là, qui est celle qu'on voit là avec le surlignage en jaune. On voit que ça a changé un petit peu, là, ça a shifté la coupure dans les basses fréquences, ça a changé un petit peu le comportement. Pas beaucoup de changements au niveau des hautes, vous voyez, c'est presque exactement la même chose dans les hautes. C'est beaucoup dans les basses qu'on a un petit peu de changement ici, un petit peu moins de boost aussi dans le 160 Hz. Fait que c'est assez similaire. Deuxième prise, on a les bass traps et les grands panneaux bleus sur les côtés que je vous ai montrés. Là, on a un petit peu plus de changement. Encore une fois, il y a comme un switch dans la fréquence, là. Puis je sais pas si c'est, encore une fois, le positionnement ou le traitement acoustique. Et là, beaucoup moins de haute. Puis vous voyez, on a moins cet effet-là de vague parfaite dans les hautes fréquences qui est dû, dans le fond, à des filtres, des coupures, puis du genre de phasing un peu étrange dans les hautes. Fait qu'on a un petit peu moins de ce phasing-là dans les hautes, déjà avec les deux. Maintenant, les bass traps et 4 panneaux de côté. Là, dans le fond, c'est les deux autres panneaux que j'ai ajouté là, en plus sur les côtés, les carrés rouges. On va avoir encore une fois un petit peu moins de party dans les hautes, pas vraiment beaucoup de changements. Un petit peu de changement dans les basses fréquences, mais pas grand chose. Ensuite, si on ajoute... Ah, puis il y avait aussi les diffuseurs, voilà. Il y avait aussi les diffuseurs là, dans cette lecture-là, qui vont jouer aussi beaucoup dans les hautes fréquences, là. Mais vous voyez, dans les high-mid, ici, là, entre 3000 et 10 000, pas beaucoup de changements. Maintenant, 6 diffuseurs, puis le même nombre de panneaux. On a 5 fois 2 pieds par 4 pieds d'absorption, 6 diffuseurs, puis les 3 bass traps. Là, on commence vraiment, vous voyez, là, on a une grosse différence dans les hautes avec les 6 diffuseurs et un petit peu plus de panneaux absorbants. Que là, on vient niveler un peu. Puis là, notre courbe commence à changer aussi un petit peu dans les hautes fréquences. Ça serait intéressant éventuellement de peut-être parler à un acousticien pour qu'on puisse mieux analyser là, ce genre de données-là. Même chose ici dans les basses. Un petit peu moins, vous voyez, de résonance. Mais c'est pas le jour et la nuit. On continue. 8 diffuseurs maintenant avec plus de diffusion. Là, encore une fois, le gros creux est moins important. Le gros pic, là, le gros dip plutôt. Et dans les hautes, encore une fois, ça se ressemble beaucoup. On continue. Si on fait l'avance rapide, là, maintenant 10 diffuseurs, 5 fois... C'est ça, là c'est avec tous les diffuseurs, si je ne m'abuse.
J'essaie juste de voir là, dans le bas diffuseur. Oui, voilà. C'est ça. Puis on va avoir là, par la suite un petit... Je rajoute par la suite là... Ah oui, j'avais pris des notes sur les sur les données un petit peu plus élevées. Parce que oui, j'avais des... À un moment donné, comme je vous disais, j'avais la softbox ici qui va faire un effet. Juste le mobilier. Comme j'ai le même nombre... non, ici j'ai le 10 bass trap. Fait que le 10 diffuseur. Excusez-moi, je suis en train de vous mêler. Ici, j'ai la totalité du traitement acoustique sur cette lecture-là, avec une lumière et un clavier. Et par la suite, j'ai sorti le clavier et le diffuseur. Puis vous voyez ce que ça vient faire. Si vous regardez dans les hautes fréquences, le dip du mobilier que ça vient faire. Et là, schlac, on retrouve les hautes fréquences. C'est assez marquant. Fait que ça, c'est l'effet de la softbox puis du clavier dans l'environnement. Ça m'avait un peu fasciné. Et la lecture finale, d'ailleurs, on peut regarder la lecture finale comparativement à la première. Puis après ça, on va regarder les waterfalls, là, comme je vous disais, pour voir la descente. Je vais zoomer out. On va là. Fait que donc... La lecture finale dans les basses, beaucoup plus... là, c'est pas la finale, voici, voilà. Puis là, elle est un petit peu plus forte en volume, peut-être dans la prise, là. Fait qu'elle est un petit peu plus élevée, est un petit peu au-dessus, là, du reste. C'est quand même beaucoup plus linéaire. Si on regarde ici dans les low mid, là, comparativement à la première donnée, beaucoup plus smooth. C'est sûr qu'on a encore la même genre de couleur. On a encore ces gros dips-là ici qui va me rester quand même là, à trouver une façon de bien les corriger pour que ça sonne bien. Parce que là, le SonarWorks aussi, la correction avec SonarWorks, ça fonctionne quand même bien. Mais c'est pas parfait, puis évidemment, on veut pas se baser là-dessus pour régler des gros problèmes dans les basses, on veut vraiment se baser sur le traitement acoustique, puis après ça, fine-tuner les haut-parleurs. Puis dans les hautes, comme vous voyez, c'est un peu weird ce que ça fait dans les hautes, là, j'ai un petit dip, puis ça remonte par la suite. Ça, je suis pas certain de comment interpréter ce genre de données-là, moi je vais être bien franc avec vous, là. Mais bon, là pour l'instant, comme je vous disais, ça sonne quand même assez bien, je suis quand même assez content. C'est vraiment à partir là, du moment que j'avais mis, comme je vous disais, les deux bass traps sur les côtés, les deux diffuseurs latéraux, que là je trouvais que ça sonnait vraiment bien. Puis par la suite, ça a été du petit fine-tuning, ça n'a pas été le jour et la nuit. Même chose pour les panneaux absorbants en noir que j'ai placés à l'avant. C'était pas le jour et la nuit. Maintenant, si on regarde justement les données, là, le waterfall entre le premier, la lecture vraiment dans les basses fréquences, pas dans les basses fréquences, oui, dans les basses, mais avec la pièce vide, et la dernière lecture, on va avoir à ce moment-là, vous voyez le decay, ça reste beaucoup plus longtemps ici en termes de puissance. Et sur la dernière, ça descend beaucoup plus rapidement. Vous voyez dans le haut ici, on reste à ce moment-là, on a du sustain un petit peu plus longtemps. Si on regarde ici le RT60, le decay, par basse fréquence, mettons je viens chercher, disons, un 60 Hz. On a ici la descente de volume dans le temps. Et ici, la même chose, on va faire un generate. Fait que vous voyez, ça descend quand même assez rapidement, plus rapidement en tout cas, là, dans les basses. Même chose un petit peu partout. Si on va dans les mids, disons, là, dans le 500 Hz, vous voyez ici la résonance, ça c'est justement la réverbération de la pièce. Fait que ça justement, puis là je vais faire generate pour toutes les autres pour qu'on puisse voir justement l'évolution de ce genre de traitement-là. Puis c'est ça qui va être quand même important, c'est de réduire justement la réverbération, la résonance. Après la pièce, puis les haut-parleurs, même si c'est pas parfait, c'est pas la fin du monde à mon avis, dans la mesure où moi ce que je fais lorsque je suis dans un nouvel environnement, c'est que je prends le temps d'écouter beaucoup de musique, j'écoute mes données de référence, puis ben on s'acclimate, on s'habitue, puis évidemment ben, on prend le temps de faire des mix dans notre pièce, d'aller les écouter ailleurs pour voir un peu c'est quoi, quel est le comportement, qu'est-ce que la room va nous pousser à faire. Comme moi j'ai quand même une bonne présence maintenant de basse ici comparativement à mon ancien studio qui était beaucoup plus grand, que là j'avais moins de dans les basses, j'avais un petit peu moins de, je sentais moins sustain, je le sens vraiment bien. J'ai hâte de voir si ça va m'amener à sous-mixer peut-être mes basses, on va voir, je vais devoir évidemment m'adapter. Fait que donc, comme je vous disais, plus on avance, vous voyez, plus le decay, moins ça résonne longtemps, là, vous voyez, plus ça descend rapidement au niveau de la résonance. Même chose dans les hautes, ici, si on va, disons, dans le 3000 Hz environ, si on regarde la première lecture,
versus la dernière. Fait qu'on a quand même là calmé de beaucoup justement le temps de réverbération. Évidemment, j'ai réglé beaucoup de problèmes de phasing avec justement les premières réflexions. La diffusion permet vraiment d'ouvrir. Ça aide vraiment. Là. Moi, je vous suggère, là, la diffusion, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est du traitement qui coûte vraiment cher quand on l'achète toute faite. Puis si vous pouvez vous trouver quelqu'un qui peut vous le faire, moi, c'est ce que j'avais fait avec un ami ébéniste qui m'avait fait mes 10 panneaux pour, je pense, 80 ou 100 $ le panneau, alors que ces panneaux-là, en bois, quand on les achète toutes faites, c'est à peu près 5 fois le prix. Là. On est dans les 500 $ canadiens. C'est super cher, puis en plastique, ça peut fonctionner, mais ça prend souvent la densité du bois pour vraiment être efficace. C'est comme ça que ces diffuseurs-là, en tout cas, moi, c'est les broadband diffuseurs. C'est un modèle qui a été développé par la BBC. Évidemment, puis ça, il y a une question aussi qu'on m'avait posée par rapport aux diffuseurs. Oui, on peut, évidemment, faire des diffuseurs avec des fréquences pour que ça travaille certaines bandes de fréquences. Moi, c'est des broadband, fait que c'est vraiment je pense, de 5000 jusqu'à 800, puis même un petit peu plus bas. Ça travaille quand même assez bas, vu que justement, à cause de la densité du bois. Mais pour justement mon problème à 120 Hz, là, ça va valoir la peine de me faire des diffuseurs qui sont en fait des lattes, qui vont être beaucoup plus profonds. Vous voyez, c'est comme des genres de grosses boîtes rectangulaires. Je me souviens plus exact. Je pense que c'est des quadraphoniques ou quadraphoniques là, en anglais, en bon français, là, que ça s'appelle. C'est des grosses boîtes. Avec justement des lattes, que là, souvent, on peut tuner ces boîtes-là, ces diffuseurs-là, ce type de diffuseur-là pour travailler certaines fréquences. Fait que c'est peut-être ce genre de diffuseur-là que je vais devoir me faire pour travailler ma bande de fréquences, en plus peut-être du bass trap. Fait que là, encore une fois, c'est sûr que moi, je suis pas un grand spécialiste de l'acoustique, fait que je suis désolé si mes explications sont un petit peu floues, mais je pense qu'il faut retenir là-dessus, c'est vraiment de prendre le temps de régler premièrement les premières réflexions. Ça aide beaucoup au niveau de la précision dans les hautes. On met des bass traps parce que les basses fréquences, surtout dans les petites pièces, c'est ça qui va vraiment faire foirer votre mix. Puis si vous voulez vraiment vous faire plaisir, mettez des diffuseurs parce que c'est tout le temps magnifique, ça ouvre l'espace. Puis au niveau beaucoup de l'enveloppe du kick, moi quand j'ai mis les diffuseurs latéraux, là j'avais un punch dans les basses fréquences qui était agréable. J'avais comme un kick, alors qu'avant ça, mon kick, j'avais un punch qui était comme un peu flou, que j'avais pas beaucoup de définition. C'était un peu particulier. Quand j'ai mis les diffuseurs encore une fois latéraux, là j'avais un kick qui était agréable. Puis c'est beaucoup les basses fréquences qui sont un petit peu plus difficiles, encore une fois, à traiter dans des pièces qui sont assez petites. Puis là, j'ai rien fait pour le plafond encore. Je vais essayer de me trouver un cloud peut-être préfait, fait par Prime Acoustique peut-être, juste pour avoir un truc assez clean puis assez grand qui va couvrir l'ensemble là, de mon plafond, parce que ça, c'est comme un plafond absorbant mais qui réfléchit un peu, qui fait un peu de réflexion, fait qu'il faut vraiment que je le traite. Je pense que j'ai un boost dans les mids, dans le 500 qui est dû justement à ces panneaux-là, en absorbant, je pense que je vais régler quand même des problèmes. C'est peut-être aussi du plafond, de la relation de mon plancher puis mon plafond que provient mon gros creux dans le 120 Hz. C'est peut-être pour ça aussi que le traitement acoustique sur les murs a pas réglé grand-chose en réalité. Fait qu'il y a cette relation-là, plancher-plafond, vu que mon plafond est à peu près à 7 pieds de haut, là, que c'est peut-être pour ça que j'ai ce problème-là. Fait que ça va être à voir, évidemment, là, mais d'ailleurs, j'ai acheté là, un petit kit, le London 8 de panneaux Prime Acoustique pour mettre dans mon salon en haut, parce que j'ai un genre de flutter super agressant dans les hautes fréquences. Un flutter, c'est un prrrr, vous voyez, quand on claque nos doigts, ou quand on fait un... On entend vraiment le prrrr, la résonance, c'est vraiment gossant. Fait que j'ai acheté un petit kit propre, là, qui en plus c'est des panneaux blancs qu'on peut peinturer ou imprimer. Fait que comme ça, ça va convenir à madame visuellement. Là. Ce sera pas des panneaux homemade là, qui risquent d'être un peu étranges. Là. Fait que voilà les amis. Fait que c'est ce qui fait le tour là, du traitement acoustique du home studio. Si vous avez des questions, écrivez-moi là dans les commentaires. Je vais faire mon gros possible pour y répondre, pour vous donner un coup de main. Puis sinon, il y a certainement des internautes qui sont fans de la machine à mixer, qui sont beaucoup plus connaissants en acoustique. N'hésitez pas à répondre aux commentaires puis à aider votre prochain. C'est toujours utile, un peu d'entraide pour ces choses-là, parce que il y a tellement de choses qui se disent sur le web, c'est pas toujours facile vraiment de s'y retrouver dans tout ça. Fait que voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un petit pouce bleu si vous êtes encore avec moi à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis, et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer.
Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.